Il m'a quitté un lundi matin et le vendredi, sa maîtresse dormait dans notre lit. Alors j'ai signé un papier et ils ont fini sans maison. Il m'a regardé dans les yeux, à peine 5 jours après nos 27 ans de mariage, et m'a dit « Je pense qu'on devrait divorcer ». Pas de larmes, pas d'explication, juste ça. Comme s'il annonçait qu'il changeait de fournisseur d'électricité. J'ai cru que j'avais mal entendu, qu'il plaisantait, mais son regard était froid, presque administratif. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est figé. Je me suis assise, comme on s'assoit quand on apprend la mort de quelqu'un. Parce que c'est bien ce que c'était, la mort de tout ce que j'avais construit avec lui. Je lui ai demandé « Tu es amoureux d'une autre ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit « Je pense que ce serait plus sain qu'on vive chacun de notre côté. » Sain. Comme s'il parlait d'un régime alimentaire. 2 jours plus tard, il dormait dans la chambre d'amis. 3 jours après ça, elle est arrivée, elle s'appelait Karine, la trentaine, robe moulante, sourire de publicité. Et elle tenait déjà une clé de notre maison. Ma maison. Il ne m'a pas consultée, il ne m'a même pas prévenue. Il a juste dit « Elle restera quelque temps, on est adulte, non ?» J'ai senti ma gorge se nouer, pas de tristesse, de honte, de rage silencieuse. Il m'avait remplacée. Alors que j'étais encore là, à respirer dans la pièce voisine, Karine s'est installée comme si tout lui appartenait. Elle ouvrait mes placards, rangeait ses affaires dans ma salle de bain, changeait même les rideaux. Je vivais dans un cauchemar éveillé, un théâtre de l'absurde où la femme trompée doit préparer le café à la remplaçante. Mon cœur battait lentement, mais ma tête, elle, s'était réveillée. Il avait planté le couteau, mais c'est moi qui allais le tourner. Je ne criais pas, je ne pleurais pas. Chaque silence était une brique que je posais dans le mur de ma vengeance. Car ce qu'il avait oublié, c'est que la maison, les comptes, les meubles, étaient à mon nom. Et qu'une femme humiliée n'est jamais aussi dangereuse que lorsqu'elle se met à réfléchir calmement. J'allais tout vendre et les regarder tomber, sans lever la voix, juste avec un stylo. Je l'ai rencontré à l'université. Il s'appelait Marc. Il avait un rire franc, des épaules solides et un regard qui disait « Je te protégerai ». Et moi, idiote que j'étais, j'y ai cru. On s'est mariés jeunes, trop jeunes peut-être, mais je pensais que l'amour suffisait, que tant qu'on était 2, rien ne pouvait vraiment nous briser. J'ai refusé une bourse pour le suivre dans une autre ville. Lui cherchait un emploi, moi je faisais des petits boulots, de la vente, du ménage, des nuits en caisse. Il disait « c'est temporaire ». C'est devenu permanent. Quand j'ai voulu reprendre mes études, il a dit « on n'a pas les moyens pour 2 ». Alors j'ai dit non, à mes rêves, à moi-même. Pour qu'il puisse dire oui aux siens, on a eu 2 enfants. Je les ai portés, nourris, bercés. Lui, il disait qu'il travaillait trop pour changer les couches, mais il trouvait toujours le temps pour aller boire un verre avec ses collègues. J'ai été mère, épouse, cuisinière, comptable, infirmière. Tout sauf femme. Et quand je me regardais dans le miroir, je ne voyais plus que le reflet de quelqu'un qui servait les autres. Les anniversaires passés, les fêtes aussi. Il offrait des cadeaux mécaniques, des colliers sans âme, des fleurs achetées en vitesse. Moi, je souriais toujours. J'espérais qu'un jour, il remarquerait. Je me suis accrochée aux petites choses. Une main posée sur la mienne, un repas partagé sans portable, une soirée sans dispute, des miettes que je prenais pour des festins. Il a changé doucement, plus distant, moins de regards, moins de peau, et puis des silences, longs, lourds, pleins d'absence. Un jour, j'ai trouvé une chemise parfumée dans la voiture. Il a dit que c'était celle d'un collègue. J'ai voulu le croire. Parce que croire, c'était moins douloureux que voir. Nos enfants ont grandi. Et moi, je suis restée. Même quand mon corps criait fatigue, même quand mon cœur battait dans le vide. Il disait « Tu dramatises toujours ?» Alors j'ai appris à me taire, à tout enfouir, à sourire pendant que je me noyais. J'étais persuadée qu'après toutes ces années, même s'il n'y avait plus d'amour, il y avait du respect. Mais je me trompais, il ne respectait même plus ma présence. Et quand j'y repense aujourd'hui, je réalise que j'étais devenue un meuble pour lui, un décor familier, pratique, mais remplaçable. Ce n'était pas juste une rupture, c'était une disparition, la mienne. Et maintenant que j'étais invisible à ses yeux, il allait me voir d'une toute autre manière. Karine s'est installée un jeudi après-midi. Je revenais des courses quand j'ai vu sa voiture dans l'allée. Elle riait dans le jardin, assise sur la chaise où je lisais chaque matin depuis 10 ans. Elle portait un haut trop court, des ongles trop longs et une assurance que je n'ai jamais eue. Elle ne demandait pas la permission, elle prenait. Quand je suis entrée, Marc était dans la cuisine, en train de lui verser un verre de vin. Ma bouteille, mes verres, mon silence. « Je t'ai dit qu'elle passerait quelque temps ici », a-t-il dit sans me regarder. Karine a juste souri, comme si j'étais la femme de ménage à qui il fallait s'habituer. Elle a pris la chambre d'amis au début, mais très vite, elle a commencé à laisser ses affaires dans notre chambre.
du maquillage sur ma coiffeuse, une brosse à cheveux sur mon oreiller. J'ai voulu parler, demander, hurler. Mais chaque fois que je le faisais, Marc me regardait comme si j'exagérais. « C'est temporaire, sois adulte », disait-il. Il disait qu'il ne voulait pas de conflit, qu'on devait cohabiter en paix jusqu'à la finalisation du divorce. Mais en vérité, il voulait que je disparaisse sans bruit. Karine commentait ma cuisine. « Tu mets trop de sel ». Elle réarrangeait les coussins du salon, elle critiquait mes rideaux. Et chaque fois, Marc riait. Un soir, je suis entrée dans la salle de bain et j'ai trouvé mes produits jetés à la poubelle. À leur place, ses crèmes, ses parfums, sa mousse à raser pour lui. Comme si je n'avais jamais existé. Je dormais de moins en moins. Mon oreiller sentait son parfum à elle. Et chaque nuit, j'entendais leurs rires étouffés à travers le mur, comme une moquerie continue. Un matin, Karine m'a demandé si je pouvais éviter d'utiliser le salon à certaines heures, car elle faisait du yoga en ligne. J'ai hoché la tête. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Le soir même, elle m'a tendu une feuille. Un planning. Un foutu planning d'utilisation des pièces communes. Comme si j'étais une locataire dans ma propre maison. Marc n'a rien dit. Il a juste haussé les épaules. C'est pour le bien de tout le monde. Non, c'était pour le confort de deux égoïstes. À ce moment précis, j'ai su que je n'étais pas seulement trahie. J'étais effacée. Effacée dans le silence, dans l'indifférence, dans la froideur. Et quand on efface une femme qui a tout donné, parfois elle revient avec une plume bien plus acérée que n'importe quelle arme. Après le planning ridicule qu'elle m'a imposé, je n'ai plus parlé. Ni à elle, ni à lui. Je ne voulais plus gaspiller une seule syllabe dans cette maison devenue étrangère. Le matin, je me levais avant eux, je faisais mon thé, je lisais le journal, pas pour m'informer, pour me préparer, car je savais que ma guerre ne serait pas bruyante, elle serait légale. J'ai ressorti le dossier de la maison, l'acte de propriété, les relevés bancaires, les contrats oubliés, tout était encore à mon nom. Il n'avait jamais pris la peine de finaliser le transfert qu'il avait promis, par paresse, par confiance. Erreur. J'ai appelé Sophie, mon ancienne avocate, une femme de glace, redoutée dans tous les tribunaux de la région. Quand je lui ai raconté la situation, elle a dit une seule phrase. « Tu veux les faire sortir ou les faire tomber ?»« Je veux les faire dormir dehors », ai-je répondu. Elle a ri, un rire court mais complice. Et elle a dit « Alors on va commencer par bloquer les comptes conjoints. » Le jour même, j'ai changé mes mots de passe, supprimé les accès, révoqué les autorisations. Le compte commun, figé, les cartes, inactives. Ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. Mais ça viendrait. J'ai aussi noté chaque dépense qu'ils faisaient. Nouveaux meubles, courses, réservations, tous payés avec un argent qu'ils croyaient encore partagé avec moi. Mais la séparation bancaire était déjà en marche. J'ai commencé à contacter des agents immobiliers, discrètement, par email, en créant une nouvelle boîte sous un autre nom. J'ai pris rendez-vous avec 3 professionnels, pas pour vendre tout de suite, mais pour évaluer. La maison valait plus que je ne pensais, et surtout, elle pouvait être vendue légalement, sans leur accord, car j'étais la seule signataire du titre. Le notaire l'a confirmé, j'avais le pouvoir. Je l'avais toujours eu. Pendant qu'ils buvaient leur rosée sur ma terrasse, moi, je signais les premiers documents en ligne. Je ne ressentais même plus de colère, juste une concentration froide, chirurgicale. J'ai aussi commencé à vider discrètement mes affaires, les objets de valeur, les souvenirs, les papiers. Je les rangeais dans un box loué à l'extérieur de la ville. À leurs yeux, je faisais du tri. En réalité, je me retirais, pour mieux les déloger. Une nuit, j'ai entendu Karine dire « Elle devient étrange. Tu crois qu'elle va bien ?» Marc a répondu « Allez, c'est vieille, elle doit juste perdre un peu la tête. » Non, Marc, ce que je perdais, c'était la patience, pas la lucidité. J'ai changé mon assurance habitation, modifié mes procurations, isolé mes comptes personnels. Tout était prêt. Il ne restait qu'à appuyer sur le bon bouton. Le bouton « Vente ». Sophie m'a regardé à travers son écran Zoom et a dit « On peut finaliser d'ici la fin du mois. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout ?» J'ai répondu sans hésiter « Oui, et plus encore. » Car je ne voulais pas seulement vendre la maison, je voulais leur faire comprendre ce que c'est que de n'avoir plus aucun endroit où poser sa honte. Le panneau « À vendre » est apparu un lundi matin, planté devant la pelouse fraîchement tondue, blanc, net, professionnel. Je l'avais commandé en ligne, je l'avais validé avec l'agent immobilier, et maintenant, il brillait sous le soleil. Karine a été la première à le voir. Elle est entrée en courant dans le salon. « Tu savais qu'on vendait la maison ?» Marc l'a suivi, l'air encore endormi. Moi, j'étais dans la cuisine, en train de beurrer une tartine. « Non !» il a répondu, confus. « C'est une erreur, sûrement un spam ou une blague. » J'ai levé les yeux. « Non, ce n'est pas une erreur. La maison est à vendre. » Ils m'ont regardé comme si j'avais annoncé un meurtre.
Tu ne peux pas faire ça, s'est écriée Karine. J'ai posé calmement mon couteau sur l'assiette. Je peux et je l'ai fait. Marc s'est approché, furieux. On est encore mariés, tu n'as pas le droit de vendre comme ça. J'ai sorti un papier du tiroir. Le titre de propriété, mon nom, mon seul nom. Il l'a lu. Sa mâchoire s'est contractée. Tu comptes nous mettre à la rue ? J'ai haussé les épaules. Je ne vous mets nulle part. Je vous libère. Tu voulais une nouvelle vie, non ? Voilà l'occasion parfaite. Karine a commencé à pleurer, vraiment pleurer. Tu ne peux pas nous faire ça, ce n'est pas humain. Non, ce n'était pas humain de m'effacer, de m'humilier. Ça, c'était juste une conséquence. Les visites ont commencé 2 jours plus tard. L'agent passait avec des couples, des retraités, des familles. Je faisais le café, je souriais. Marc restait enfermé dans la chambre. Karine allait pleurer chez sa sœur. L'agent m'a dit que la maison partait vite. Très vite. Le marché était bon. Mon cœur battait comme un tambour. Pas de peur, d'excitation contenue. Un jour, Marc est entré dans la cuisine et a dit « On peut en parler ? Trouver un compromis ?» J'ai répondu « Tu veux un compromis maintenant ? Quand tu as installé ta maîtresse dans mon lit et réécrit ma routine ?» Il a soupiré. « Tu étais distante depuis des années. » J'ai ri. « Et toi ? Tu étais lâche depuis toujours. Mais moi, au moins, je ne t'ai pas menti. » Il a demandé s'il pouvait acheter ma part. Je lui ai dit que non. Pas parce que c'était impossible, mais parce qu'il ne le méritait pas. Karine a tenté une dernière carte. Un message écrit à la main, glissé sous ma porte. « On peut vivre ailleurs, mais pas sans aide. Soyez humaine. » J'ai déchiré la lettre sans la lire. Sophie, mon avocate, m'a appelée. « On a une offre ferme au prix demandé. Tu confirmes ?» J'ai répondu « Je confirme. » Et je veux que la signature ait lieu un vendredi. Symbolique. Car chaque vendredi, pendant 27 ans, je faisais son plat préféré. Ce vendredi-là, je lui ai servi sa dernière nuit sous mon toit. La signature finale a eu lieu un vendredi à 10h, dans une petite étude notariale du centre-ville. J'étais maquillée, coiffée, habillée de bleu marine, la couleur de la victoire discrète. Marc n'est pas venu. Il a envoyé un avocat minable avec des papiers griffonnés à la main, espérant repousser la vente. Trop tard, le notaire a haussé les épaules. Tout est en règle. Elle est dans son droit. J'ai signé les documents avec une main ferme. À ce moment précis, je n'étais plus une épouse trompée. J'étais une propriétaire qui reprenait sa légitimité, lettre par lettre, en bas d'une page. La maison était officiellement vendue. Dans 2 semaines, il devait la quitter, sans recours, sans discussion, sans compromis. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé Karine sur le canapé, en larmes, un verre de vin à la main. Marc fumait dans le jardin. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de marcher jusqu'à ma chambre, de fermer la porte et de sourire. Les jours suivants furent une lente agonie pour eux. Ils contactèrent des agences, toutes trop chères. Les amis, fuyants. Les parents, déçus. Le vernis de leur nouvelle vie craquait. Marc a tenté une dernière fois de me parler. « Tu fais ça parce que tu es blessée. » J'ai répondu « Je fais ça parce que tu ne mérites pas que je reste blessée. » Il n'a rien dit. Il savait que c'était fini. La veille de leur départ, ils ont fait leurs valises. J'ai regardé depuis la fenêtre du salon. Karine portait 3 sacs Ikea. Marc, un carton avec CD écrit au feutre noir. Tout ce qui restait de leur conte de fées. Ils sont partis sans un mot, sans un regard. Comme des locataires en retard sur le loyer. Et moi, je suis restée. Pas dans la maison, mais dans la dignité. L'acheteur était une jeune femme divorcée, avec une petite fille de 6 ans. Je sens que cette maison a une histoire, elle a dit en visitant. J'ai souri. Oui, mais aujourd'hui, elle est prête pour une nouvelle. Je suis allée chercher mes affaires dans mon box. J'ai tout trié. J'ai gardé les photos, les lettres d'amour, d'essai, premières années. Mais j'ai jeté ces cartes d'anniversaire, ces promesses, ces fausses déclarations. J'ai loué un petit appartement dans le quartier voisin, 2 pièces, une terrasse, et le silence, le vrai, celui qu'on choisit, pas celui qu'on nous impose. Monica m'a appelée pour célébrer. « Tu l'as fait », elle a dit. « Tu t'es reconstruite sans éclat de voix. » Et moi j'ai répondu, je n'ai pas crié, j'ai écrit ma vengeance en majuscules avec des contrats et des clés. Karine m'a envoyé un message 1 semaine plus tard. Un SMS pathétique, tu as tout détruit. J'ai regardé l'écran, puis je l'ai supprimé. Et avec lui, toute trace d'elle, car je ne voulais pas détruire leur vie, je voulais juste reprendre la mienne. Et ils ont payé le prix exact de leur trahison. 1 semaine après leur départ, j'ai reçu un coup à la porte de mon nouvel appartement. J'ai regardé à travers le Judas. C'était lui. Marc, plus mince, cernes marquées, regard vide. J'ai hésité, puis j'ai ouvert. Pas par nostalgie, par curiosité.
J'avais besoin de voir jusqu'où un homme peut tomber après avoir cru qu'il était intouchable. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. « Tu es déjà entré trop loin dans ma vie. Là, tu restes sur le seuil. » Il a soupiré. « Karine est partie. Elle dit que je suis un raté, qu'elle a tout perdu à cause de moi. » J'ai levé les sourcils. « Elle n'a pas tort. » Il a continué. « Je dors chez un ami, je cherche un studio, mais avec mon historique bancaire, c'est compliqué. » Il me regardait comme on regarde une bouée au milieu d'une mer glaciale. « Tu veux que je fasse quoi, Marc? Que je t'aide? Après tout ce que tu as fait ?» Il a baissé les yeux. « Je veux juste qu'on parle. » Je me suis adossée au cadre de la porte. « Parler? Tu n'as jamais voulu parler quand j'étais encore là. Tu voulais juste que je me taise ?» Il a tenté un sourire. « Tu étais forte, toujours. Je ne pensais pas que tu irais si loin. » J'ai répondu. « C'est parce que tu n'as jamais su à quel point tu m'avais poussée. » « Je regrette, a-t-il murmuré. J'ai ri. Un petit rire sec. « Tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Tu regrettes juste de ne plus avoir de toi au-dessus de ta tête. » Il a tendu la main vers moi. J'ai reculé d'un pas. « Tu m'as trahi dans ma propre maison, Marc. Tu as partagé mon lit avec une autre alors que mon cœur battait encore pour toi. » Il a eu un frisson. De froid? De honte? Peu importe. « Je n'ai plus rien, a-t-il avoué. » J'ai répondu doucement. « Et moi, j'ai enfin quelque chose. La paix. » Il m'a regardé longtemps, puis il a dit « Tu n'étais pas la femme que je pensais. » J'ai souri. « Non, j'étais bien plus. Mais il t'a fallu tout perdre pour le voir. » Il est resté là, sur le pas de ma porte, quelques secondes, comme s'il attendait un miracle, une main tendue, une faiblesse, mais je n'étais plus cette femme. « Bonne chance, Marc, » ai-je dit en refermant doucement la porte. Il n'a pas insisté. Et dans le bruit du loquet qui se tourne, j'ai entendu le mot « fin » s'écrire en silence. Je me suis assise sur mon canapé, une tasse de thé à la main, et j'ai regardé le soleil descendre doucement derrière les toits. Ce n'était pas une victoire bruyante, c'était une renaissance. Ma nouvelle vie n'a rien d'extravagant. Un petit appartement, 2 pièces, une bouilloire fidèle et le chant des oiseaux le matin. Mais chaque centimètre ici est à moi. Et rien que moi. Je me suis offert un fauteuil confortable, un bleu profond, doux au toucher. C'est là que je lis, que j'écris, que je rêve, sans qu'on m'interrompe, sans qu'on me juge. J'ai recommencé à cuisiner pour moi, pas pour plaire, pas pour nourrir des ingrats, juste pour le plaisir de sentir l'odeur d'un gratin chaud un dimanche après-midi. J'ai repris le yoga, que Karine trouvait ennuyeux. J'ai même rejoint un petit club de lecture dans le quartier. Là-bas, personne ne me connaît comme l'ex-femme d'eux. Je suis juste Élise. Le samedi, je vais au marché, je parle aux marchands. J'écoute la pluie tomber sur mon parapluie. Je n'attends plus rien. Et pourtant, tout me suffit. J'ai reçu un jour une invitation à un événement caritatif pour femmes divorcées. J'y suis allée, par curiosité. Et j'ai fini par prendre la parole. Pour la première fois, j'ai raconté mon histoire. Il y avait des larmes, des silences et des femmes qui m'ont serré dans leurs bras, comme si je venais de leur rendre quelque chose qu'on leur avait volé. Leur droit à la colère, à la dignité, à la revanche douce. Une d'entre elles m'a dit « Tu m'as sauvée sans même me connaître ». Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai simplement souri, les yeux brillants. Je ne cherche plus à réparer ce qui a été brisé. Je construis autre chose, lentement, consciencieusement, à ma manière. J'ai encadré une citation que j'ai moi-même écrite. « Quand il t'efface, réécris-toi en majuscule ». Elle est posée sur ma table de chevet. C'est la dernière chose que je lis chaque soir. Je ne suis pas devenue riche, je ne suis pas devenue célèbre, mais je suis devenue entière. Et dans ce monde, c'est un luxe rare. Parfois, je repense à Marc, pas avec douleur, avec distance, comme on repense à un hiver long après l'arrivée du printemps. Je ne le hais plus, je ne le plains pas non plus. Il fait partie de mon passé, un chapitre, rien de plus. Ce que j'ai gagné vaut plus que la maison, plus que l'argent. J'ai gagné le silence choisi, le repos de l'âme, le droit de m'asseoir quelque part et de dire « c'est ici que je vis ». Et quand je ferme les yeux le soir, je n'entends plus les cris, les pleurs, les mensonges. J'entends moi. Si tu écoutes cette histoire et que tu sens une larme monter, sache que ce n'est pas une faiblesse. C'est la mémoire qui parle, la tienne, la mienne, la nôtre. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même quand ils t'ont fait croire que tu ne comptais plus, que tu étais trop vieille, trop sensible, trop brisée. Moi aussi, je me suis sentie effacée, comme une tache qu'on essaie de frotter sur un mur blanc. Mais tu sais quoi ? Ce sont toujours les tâches qui racontent la vérité sur ce qui s'est vraiment passé. Si quelqu'un t'a dit un jour que tu devais te taire, tourner la page, être mature, ignore-le. Certaines pages doivent être arrachées, brûlées et réécrites avec ton encre. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de pleurer, mais surtout, tu as le droit de te relever.
Pas pour eux, pour toi. Vivre dans le silence, ce n'est pas être faible. C'est parfois le cri le plus puissant, le cri de celles qui n'ont plus rien à prouver, mais tout à reconstruire. On m'a prise pour une femme docile, effacée, fatiguée, et j'ai laissé croire. Parce que parfois, on gagne plus en observant qu'en réagissant. Puis j'ai agi, pas avec des insultes, pas avec des cris, avec des papiers, des signatures, des clés, et j'ai repris ma vie centimètre par centimètre. Si tu m'écoutes ce soir, dans ta cuisine, ta voiture ou ton lit froid, retiens ceci. Il n'est jamais trop tard pour dire assez. Et quand tu le dis, dis-le pour de bon. On ne récupère pas le temps perdu. Mais on peut construire du temps nouveau, du temps à toi, des lieux à toi, des rêves à toi. On ne t'a pas brisé, on t'a plié peut-être, mais regarde-toi, tu respires encore. Et tant que tu respires, tu peux marcher. Et tant que tu marches, tu vis. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit de toi. Tu es ce que tu fais maintenant, à partir de ce jour, à partir de cette histoire. Je ne te demande pas d'oublier, je ne te demande même pas de pardonner, je te demande juste de choisir, de prendre ta propre voix et d'en faire une arme. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour la justice, pas de ride pour la revanche digne, pas de faiblesse dans le fait de dire « c'était ma maison, c'est ma vie, et maintenant c'est moi qui décide ». Alors, prends cette histoire, garde-la dans un coin de ton cœur, et quand tu seras prête, écris la tienne, avec ta main, ton rythme, et ton nom bien en grand. 3 ans ont passé. Et parfois, quand je marche dans les ruelles tranquilles de mon quartier, je croise des regards familiers. Certains me saluent, d'autres baissent les yeux. Mais moi, je marche droite. J'ai des cheveux plus blancs, des rides un peu plus marquées et un cœur plus léger. Je n'attends plus que la vie soit juste. J'ai appris à l'être pour moi-même. Marc, il vit à l'autre bout de la ville, dans un petit studio au-dessus d'un café. Il a repris contact avec nos enfants, timidement. Je ne m'en mêle pas. Ce n'est plus mon histoire. Karine, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Il y a des noms qui n'ont plus leur place dans ma bouche. Elle fait partie de ces gens qui passent dans ta vie pour te rappeler qui tu n'es pas. Un jour, en rangeant un tiroir, j'ai retrouvé une vieille photo. Lui et moi, jeunes, souriants, naïfs. Je ne l'ai pas déchirée, je l'ai juste remise là où elle était. Le passé n'a pas besoin d'être effacé, il suffit de ne plus le nourrir. J'ai commencé à écrire un livre, pas une autobiographie, plutôt un recueil d'histoires de femmes comme moi, des mères, des épouses, des invisibles, qui ont décidé un jour de ne plus l'être. Le manuscrit s'appelle « Le dernier mot », parce qu'on nous a trop souvent volé ce privilège. Et maintenant, je le reprends, pour moi, pour elle. Je ne cherche plus à être comprise, je cherche à être vraie. Chaque jour, chaque geste, chaque silence est une victoire. Il y a quelques semaines, une jeune femme m'a arrêtée au marché. Elle m'a dit « Ma mère a écouté votre histoire. Elle a quitté un mari violent. Elle vous remercie. » J'ai souri et j'ai senti mes yeux se remplir. Mais cette fois, de lumière. Je n'ai jamais cherché à être une héroïne. J'ai juste refusé d'être une victime à vie. Et parfois, ça suffit pour allumer un feu chez d'autres. Mon appartement est modeste, mais il sent la lavande. Mes livres sont usés, mais pleins de vie. Mon miroir me montre une femme que j'apprends à aimer. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Quand j'ai planté un rosier sur mon balcon, rouge foncé, presque pourpre. Il fleurit chaque année, comme un rappel, que même ce qui a des épines peut être beau si on le regarde avec courage. Et chaque matin, je m'assois avec mon thé, j'ouvre la fenêtre et je murmure « Tu l'as fait, Élise, tu as traversé l'ombre et tu es sortie entière. » Je ne vis plus pour réparer, je vis pour inspirer. Et si cette histoire t'a touché, alors fais-en quelque chose. Ne la laisse pas juste te blesser, laisse-la te pousser. Parce qu'au fond, le plus grand acte de vengeance, c'est d'être enfin libre et de ne plus jamais demander la permission d'exister.